up, Zora? Bah ça va bien et toi, comment ça va? Bah oui, ça reprend doucement les streams. Tant mieux si tu vas bien. Et salut. Voilà, on va essayer de mettre ça comme ça. Du coup, l'ASMR, ça fait trop longtemps en vrai. J'avais disparu en fermant l'arène. D'ailleurs, j'ai réussi, je crois que je vous l'ai dit dans le dernier live, mais j'ai réussi à farmer l'arène. Donc j'ai tout à 100%, donc c'est plutôt cool. Là-dessus, on reprend les lives ASMR aujourd'hui avec ma mine défigurée de fatigue. Parce que j'ai très mal dormi la semaine dernière. La nuit dernière. Mais ça va. It's ok, on se débrouille. Il y a d'autres qui dorment très bien là-bas. Voilà. J'ai pas installé la webcam. Je vais l'installer. Je vous mets juste en pause 2 petites secondes. Et on partira sur les débuts de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Donc c'est une première édition en plus que j'ai, qui a très beaucoup vécu, qui est passée de pas mal de main en main. Donc voilà. Et vie OMG. Ah ouais, je m'en souviens, comment j'avais attendu et tout pour aller l'acheter. J'avais été genre, on était sur liste d'attente et tout, tellement c'était le bordel. Et du coup voilà, j'ai une première édition du 5, 6 et 7. Et salut Tom, comment ça va? Mais ouais, ça fait plaisir de revenir en live. Je suis désolé, j'avais vraiment dû arrêter parce que en fait je joue beaucoup à SOD, enfin Sea of Thieves. Et ils allaient fermer l'arène et j'avais pas fini. Du coup j'ai tryhard pendant un mois. Voilà. Mais là ça fait trop plaisir de revenir. Franchement, trop bien. Yes, moi je kiffe, franchement je kiffe faire les lives et tout, mais clairement j'avais plus le temps. Puisque en fait, vraiment pour farmer l'arène, j'ai dormi 4 heures par nuit, frère. Je n'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Et en fait, je rentrais du boulot, j'étais sur l'arène. Pendant mes jours de repos, j'étais sur l'arène. Je dormais que 4 heures par nuit, j'étais explosé. Je vous mets en pause 2 secondes, je vais installer la caméra d'une télévision, mais tellement c'était l'enfer. Je vous installe la caméra pour le canapé et j'arrive tout de suite. Je pense que ça devrait être pas trop mal, au pire j'irai la régler au besoin. Alors, on va vérifier vite fait que ça marche. Avant qu'il se casse parce que je le sens bien parti. Voilà. C'est bon, il y a tout qui marche, on est bon. On s'était arrêté du coup au livre 4 qui était Harry Potter et la coupe de feu. Ville Togo,
coup on s'était arrêté au livre 4 où c'est grave la merde étant donné que Voldemort revient à la vie. Et ça c'est pas cool parce que il est méchant. Enfin, l'histoire comme ça. Et du coup à la fin du 4, qui a appelé son nez, il s'est barré. Et à la fin du 4 on voit que Dumbledore pardon voilà, c'est qu'on est bien installé, le doudou. Oh, il était bien installé là. À la fin du 4 du coup Dumbledore réunit pas mal de monde qu'on connaît plus ou moins. Et dessus il donne des ordres auxquels on comprend pas tout forcément. Il se passe plein de choses dans la fin du 4. Et ça annonce vraiment la couleur sur ce qui va se passer dans le 5. Et là-dessus, on retrouve Harry. Et on va y aller tout de suite. Alors, pour Neil, Jessica et David, qui ont fait de ma vie un monde magique. Chapitre 1. Dudley détraqué. La journée la plus chaude de l'été jusqu'à présent, en tout cas, tirait à sa fin et un silence somnolent s'était installé sur les grandes maisons aux angles bien droits de Privet Drive. Immobiles dans les allées, les voitures habituellement étincelantes se couvraient de poussière et les pelouses autrefois vert émeraude n'offraient plus au regard que des étendues jaunâtres d'herbes brûlées. Une sécheresse persistante interdisait en effet l'usage des jets d'eau. Désormais privés du plaisir de laver leur voiture et de tondre leur pelouse, les habitants de Privet Drive s'étaient réfugiés à l'ombre fraîche de leur maison, les fenêtres grandes ouvertes, dans l'espoir d'attirer une brise inexistante. La seule personne encore dehors était un jeune homme étendu de tout son long, au milieu d'un massif de fleurs, à la hauteur du numéro 4 de la rue. C'est vrai, faut que je le regarde, Pikachu, j'ai pas encore regardé. Maigre, le cheveu noir, le garçon portait des lunettes et avait l'air et légèrement maladif de quelqu'un qui a beaucoup grandi en peu de temps. Son jean déchiré était sale, son t-shirt informe était lavé et ses semelles bâillaient au bout de ses baskets. La tenue de Harry Potter n'était pas faite pour lui attirer la faveur des voisins, convaincus qu'il devait exister une loi contre les gens débraillés. Mais comme il avait pris la précaution de se cacher derrière un imposant massif d'hortensia, il était pratiquement invisible aux yeux d'éventuels passants. Pour le remarquer, il aurait fallu que l'oncle Vernon et la tante Pétunia passent la tête par la fenêtre du salon et dirigent leur regard droit sur le massif de fleurs. Je regarde pas du tout les films sur TF1, Pikachu, il y a trop de pubs pour moi. Harry se félicitait d'avoir eu l'idée de cette cachette. Sans doute n'était-il pas très confortablement resté allongé sur ce sol dur et brûlant, mais là, au moins, il n'y avait personne pour lui lancer des regards furieux ou grincer des dents, empêcher d'entendre le journal télévisé ou encore le mitrailler de questions désagréables, comme cela se produisait chaque fois qu'il s'asseyait dans le salon, en compagnie de sa tante et de son oncle, afin de regarder les nouvelles du soir. Comme si ses pensées s'étaient engouffrées par la fenêtre ouverte, Vernon Dursley, l'oncle de Harry, se mit soudain à parler de lui. Content de voir qu'il a renoncé à nous imposer sa présence. Où est-il? Je ne sais pas, répondit la tante Pétunia d'un air indifférent. Pas dans la maison en tout cas. L'oncle Vernon émit un grognement. Regardez les informations, dit-il d'un ton acèbre. J'aimerais bien savoir ce qu'il a derrière la tête, comme si, à son âge, un garçon normal pouvait se soucier de l'actualité. Dudley n'a aucune idée de ce qu'il se passe dans le monde. Je ne suis même pas sûr qu'il connaisse le nom du Premier ministre. De toute façon, s'il imagine qu'on va parler des gens de son espèce dans nos journaux télévisés. Chut, Vernon, dit la tante Pétunia. La fenêtre est ouverte. Ah oui, c'est vrai, désolé.
regardait Mrs. Fig passer de son petit pas lent. C'était une vieille folle qui adorait les chats et habitait Wisteria Walk, la rue voisine. Les sourcils foncés, elle parlait toute seule. Harry était ravi d'être caché par le massif de fleurs car, depuis quelque temps, Mrs. Fig avait la manie de vouloir l'inviter à prendre le thé chaque fois qu'elle le croisait dans la rue. Elle tourna le coin et disparut. Quelques instants avant que la voix de l'oncle Vernon s'élève à nouveau par la fenêtre ouverte. Teddy est allé dîner quelque part. Oui, chez les Bookies, répondit la tante Pétunia d'un ton affectueux. Il a tellement d'amis, tout le monde veut le voir à sa table. Harry étouffa à grand-peine une exclamation. Les Dursley faisaient preuve d'une étonnante bêtise lorsqu'il s'agissait de leur fils Dudley. Ils avalaient tous ces mensonges, pourtant pas très habiles, sur de prétendues invitations quotidiennes à thé chez les différents membres de sa bande. Harry savait parfaitement que Dudley n'avait jamais bu la moindre tasse de thé chez qui que ce soit. Lui et sa bande passaient leur soirée à vandaliser le parc, à fumer au coin des rues et à jeter des pierres aux voitures et aux enfants qu'ils rencontraient sur leur chemin. Harry les avait observés lorsque lui-même se promenait le soir dans Little Wannick. Il avait passé la plus grande partie de ses vacances à vagabonder dans les rues, en fouillant les poubelles à la recherche de journaux. Les premières notes de l'indicatif annonçaient le journal télévisé parvinrent aux oreilles de Harry, et il sentit son estomac se retourner. Ce serait peut-être pour ce soir, après un mois d'attente. Un nombre record de vacanciers se retrouvent bloqués dans les aéroports alors que la grève des bagagistes espagnols entre dans sa 2e semaine. Qu'à leur accorder la sieste à vie, grogna l'oncle Vernon du présentateur. Mais c'était sans importance. Dehors, dans le massif de fleurs, l'estomac de Harry se détendit. Si un événement grave s'était produit, il aurait sûrement fait la une du journal. La mort et la destruction avaient quand même plus d'importance que des touristes immobilisés. Harry laissa échapper un long soupir et regarda le ciel d'un bleu éclatant. Les jours s'étaient succédés, identiques, tout au long de l'été. La tension, l'attente, le soulagement provisoire, puis la tension qui montait à nouveau. Et toujours cette même question, de plus en plus insistante à chaque fois. Pourquoi ne s'était-il encore rien passé? Attendez, je change juste ma fenêtre. Harry continua d'écouter, au cas où il y aurait quelconque indice dont les moldus ne comprendraient pas la véritable signification. Peut-être une disparition inexpliquée, ou un étrange accident, mais la grève des bagagistes laissa place aux dernières nouvelles que sur la sécheresse qui sévissait dans le sud-est du pays. « J'espère que le voisin d'à côté entend ça, » mugit l'oncle Vernon, lui qui arrose son jardin toutes les nuits à 3 heures du matin. Il fut ensuite question d'un hélicoptère qui avait failli s'écraser sur un champ, du Surrey, puis du divorce d'une actrice célèbre avec son célèbre mari. Comme si on allait s'intéresser à leurs petites affaires sordides, lança d'un ton méprisant la tante Pétunia qui avait suivi l'histoire avec passion dans tous les magazines sur lesquels elle avait pu mettre sa main décharnée. Harry ferma les yeux pour les protéger du ciel qui s'embrasait tandis que le présentateur concluait. Et pour finir, sachez que Perry la perruche a trouvé un nouveau moyen de se rafraîchir par ces temps de canicule. Perry, qui habite le pub de 5 plumes à Barnsley, a appris à faire du ski nautique. Notre reporter Mary Dawkins a voulu en savoir plus. Harry rouvrit les yeux. Si on en était aux perruches adeptes du ski nautique, il n'y aurait plus d'autres nouvelles dignes d'intérêt. Il roula précautionneusement sur le ventre et se releva à 4 pattes en se préparant à ramper sous la fenêtre pour quitter sa cabine.
cachette sans être vu. Il n'avait parcouru que quelques centimètres lorsqu'il différentes choses se succédèrent très rapidement. Un craquement sonore brisa comme un coup de feu. Le silence s'endormit. Un chat surgit de sous une voiture et fila à toute vitesse. Puis un hurlement, un juron et un bruit de porcelaine cassée retentirent dans le salon des Dursley. Et merci pour le follow, c'est gentil. Comme si c'était enfin le signal qu'il attendait, Harry se releva d'un bond et d'un même mouvement tira de la ceinture de son jean une fine baguette de bois, tel un escrimeur dégainant son épée. Mais avant qu'il ait pu se redresser de toute sa hauteur, le sommet de son crâne heurta la fenêtre ouverte des Dursley. Le crack qui en résulta arracha à la tante Pétunia un cri encore plus perçant. Harry eut l'impression qu'on lui avait pendu la tête, les larmes aux yeux, et il vacilla en essayant de fixer son regard sur l'endroit d'où le craquement était venu. Mais à peine avait-il retrouvé son équilibre que deux grosses mains violettes jaillirent de la fenêtre ouverte et se refermèrent étroitement sur son cou. « Range ça tout de suite !» grogna l'oncle Vernon à l'oreille de Harry, immédiatement, avant que quelqu'un ne le voie. « Lâche-moi !» dit Harry, le souffle coupé. Ils luttèrent pendant quelques secondes. Harry s'efforça d'écarter de sa main gauche les doigts en forme de saucisse de son oncle, sa main droite brandissant sa baguette magique. Puis, tandis qu'un élancement particulièrement douloureux transperçait la tête de Harry, l'oncle Vernon poussa un petit cri et relâcha son étreinte comme sous l'effet d'un choc électrique. Une force invisible semblait avoir transversé le corps de son neveu, l'empêchant de maintenir sa prise. Le souffle court, Harry tomba en avant sur le massif d'Hortensia, se redressa et regarda autour de lui. Rien ne laissait deviner ce qui avait pu provoquer le craquement sonore, mais en tout cas, des visages étaient apparus dans des maisons environnantes. Harry hâta de ranger sa baguette magique dans son jean et fit de son mieux pour prendre un air innocent. « Belle soirée !» s'écria l'oncle Vernon, qui adressait un signe de la main à la dame du numéro 7 de l'autre côté de la rue. La voisine le regardait d'un air furieux derrière ses rideaux d'enfilés. « Vous avez entendu cette voiture pétarder il y a quelques instants. Je peux vous dire que nous avons fait un bond, Pétunia et moi. » Il continua d'afficher un horrible sourire de dément jusqu'à ce que tous les voisins aient quitté leur fenêtre. Puis le sourire se transforma en une grimace de rage lorsqu'il fit signe à Harry d'approcher. Harry s'avança de quelques pas, en prenant soin de s'arrêter à une distance suffisante pour que les mains tendues de l'oncle Vernon ne puissent atteindre à nouveau sa gorge. « Que diable avais-tu en tête quand tu as fait ça ?» demanda l'oncle Vernon, d'une voix rauque qui tremblait de fureur. « Quand j'ai fait quoi ?» répondit Harry avec froideur. Il continuait de regarder à gauche et à droite, en espérant toujours apercevoir la personne qui avait produit le craquement. « Ce bruit de pistolet juste devant notre œil, ce n'était pas moi, » répliqua Harry d'un ton ferme. Le visage maigre et cheval de la tante Pétunia apparut à côté de la grosse tête cramoisie de l'oncle Vernon. Elle semblait folle de rage. « Pourquoi te cachais-tu sous notre fenêtre ?»« En effet, tu as raison, Pétunia. Qu'est-ce que tu fabriquais sous notre fenêtre, mon garçon ?»« J'écoutais les informations, » répondit Harry d'une voix résignée. Son oncle et sa tante échangèrent un regard scandalisé. « Tu écoutais les informations, encore ?» « Elles changent tous les jours, vous savez, dit Harry. Ne fais pas ton malin avec moi. J'exige de savoir ce que tu mijotes et ne me parle plus de ces histoires d'écouter les informations. Tu sais parfaitement que les gens de ton espèce... Attention, Vernon, chuchota la tante Pétunia. L'oncle Vernon baissa tellement la voix que Harry tout juste à l'entendre. Que les gens de ton espèce n'apparaissent pas dans nos informations. C'est toi qui le dis, répliqua Harry. Les Dursley le regardèrent avec des yeux exorbités. « Tu es un horrible petit menteur, » déclara la tante Pétunia. « Qu'est-ce que c'est que tous ces... » Elle baissa la voix à son tour
et Harry dut lire sur ses lèvres pour comprendre le mot suivant. Tous ces hiboux viennent faire dans le coin si ce n'est pas pour t'apporter des nouvelles. Ah, dit l'oncle Vernon, dans un murmure triomphant. Je me demande bien comment tu vas t'en sortir cette fois, comme si nous ne savions pas que vos nouvelles nous vous sont transmises par ces oiseaux de malheur. Harry hésita un instant. Il lui en coûtait de répondre la vérité. Bien que sa tante et son oncle n'aient aucune idée du malaise qu'il éprouvait à le dire. Les hiboux ne m'apportent pas de nouvelles, affirma-t-il d'une voix sans timbre. Je ne te crois pas, répliqua aussitôt la tante Pétunia. Moi non plus, ajouta l'oncle Vernon avec force. Nous savons que tu mijotes quelque chose de louche, assura la tante Pétunia. Nous ne sommes pas stupides, tu sais, dit l'oncle Vernon. Ça au moins, c'est une information. Il commençait à s'énerver, et avant que les Dursley aient eu le temps de le rappeler, il avait tourné les talons, traversé la pelouse, enjambé le muret du jardin, et remontait à présent la rue à grande enjambée. Harry s'était mis dans une situation difficile, il le savait. Tôt ou tard, il devrait affronter sa tante et son oncle et payer le prix de son insolence, mais il ne s'en souciait guère pour le moment. Il avait d'autres préoccupations beaucoup plus urgentes. Il était persuadé que le craquement avait été provoqué par un transplanage. C'était exactement le genre de bruit que produisait Dobby, l'elfe de maison, lorsqu'il se volatilisait. Était-il possible que Dobby soit présent dans Privet Drive? Le suivait-il en ce moment même? À cette pensée, il fit volte-face et scruta la rue, mais elle lui apparut complètement déserte, et Harry était sûr que Dobby n'avait pas la faculté de se rendre invisible. Il poursuivit son chemin, sans voir vraiment où il allait. Il avait si souvent arpenté ces mêmes les jours précédents que ses pieds le portaient machinalement vers ses endroits préférés. De temps à autre, il jetait des coups d'œil par-dessus son épaule. Une personne douée de pouvoirs magiques avait été présente tout près de lui lorsqu'il était étendu parmi les fleurs moribondes de la tante Pétunia. Il en était certain. Pourquoi cette personne ne lui avait-elle pas parlé? Pourquoi n'était-elle pas entrée en contact avec lui d'une manière ou d'une autre? Pourquoi se cachait-elle à présent? Puis soudain, alors que son sentiment de frustration parvenait à son comble, sa certitude commença à faiblir. Après tout, peut-être que ce bruit n'allait pas avec la magie. Peut-être était-il si impatient de recevoir la moindre signe du monde auquel il appartenait, que des sons parfaitement ordinaires provoquaient en lui des réactions excessives. Pouvait-il vraiment être sûr qu'il ne s'agissait pas d'un bruit causé par un quelconque objet? Qui se serait cassé dans une maison voisine? Harry éprouva une sensation sourde dans son ventre, et l'impression de désespoir qui l'avait accablé tout au long de l'été le submergea à nouveau. Le lendemain matin, son réveil le tirait du sommeil à 5 heures pour payer le hibou qui lui apportait la gazette du sorcier. Mais valait-il vraiment la peine de continuer à la recevoir? Ces jours-ci, Harry se contentait de jeter un coup d'œil à la une, avant d'abandonner le journal dans un coin. Quand les imbéciles qui dirigent le quotidien s'apercevraient enfin que Voldemort était de retour, la nouvelle ferait les gros titres, et c'était la seule chose qui comptait aux yeux de Harry. Avec un peu de chance, peut-être quelques hiboux lui apporteraient des lettres de ses meilleurs amis, Ron et Hermione, bien qu'il eût depuis longtemps perdu espoir d'apprendre des nouvelles par leur intermédiaire. Bien entendu, nous ne pouvons pas dire grand-chose sur tu sais quoi. On nous a bien recommandé de ne rien dire d'important au cas où nos lettres se perdraient. Nous sommes tous occupés, mais je ne peux te donner aucun détail pour l'instant. Il se passe beaucoup de choses et nous te raconterons tout dès que nous te verrons. Mais quand donc les verra-t-il? Personne ne semblait se préoccuper de fixer une date. Dans la carte
qu'elle lui avait envoyé pour son anniversaire, Hermione écrivait « Je pense que nous serons très bientôt réunis. » Mais que fallait-il entendre par bientôt? Autant qu'il pouvait le deviner, à partir des vagues indices que contenaient leurs lettres, Ron et Hermione se trouvaient au même endroit, probablement chez les parents de Ron. Harry avait beaucoup de mal à supporter l'idée que tous deux s'amusaient au terrier, pendant que lui-même était resté coincé ici à Privet Drive. En réalité, il était si furieux contre eux qu'il avait jeté sans les ouvrir les 2 boîtes de chocolat de chez Hodenduke qu'il lui avait envoyées pour son anniversaire. Un geste qui lui tôt fait de regretter en voyant la salade fanée que la tante Pétunia lui avait servi de sort-là. Et pourquoi donc Harry et Hermione? Je suis désolé, je suis vraiment fatigué. Et pourquoi donc Hermione était-il si occupé? Pourquoi n'était-il pas occupé lui aussi? N'avait-il pas apporté la preuve qu'il était capable d'accomplir beaucoup plus que de choses que? Oubliait-il tout ce qu'il avait fait? N'était-ce pas lui qui avait atterri dans le cimetière et assisté au meurtre de Cédric? N'était-ce pas lui qui s'était retrouvé attaché à une pierre tombale et avait failli être tué à son tour? Ne pense pas à tout ça, se répéta la 100e fois depuis le début de l'été. Il était déjà suffisamment douloureux de revoir sans cesse ce cimetière dans ses cauchemars. Inutile d'y revenir également lorsqu'il était éveillé. Et bonjour, Antolope, pardon. Comment ça va? Merci pour le follow, c'est très gentil. Un peu plus loin, il tourna dans Magnolia Crescent par le bout de la rue. Il passa devant l'étroite allée où son parrain lui était apparu. Sirius, lui, semblait comprendre ce que Harry ressentait. Certes, ses lettres étaient tout aussi dépourvues de nouvelles importantes que celles de Ron et d'Hermione, mais, au lieu de vagues allusions tout juste bonnes à exciser sa curiosité, il contenait au moins des mises en garde ou des mots de consolation. Je sais à quel point tu dois te sentir frustré. Ne fourre pas ton nez là où tu ne dois pas, et tout ira bien. Sois prudent, ne fais rien d'irréfléchi. Je fais de la SMR le mardi et le dimanche à 23h. Et je lis à peu près 3 chapitres. Donc ça nous amène, ça dépend en fait. En général on finit entre minuit et demi et 2h du matin. Harry traversa Magnolia Crescent, tourna dans Magnolia Road et se dirigea vers le parc, assombri par le crépuscule. Il avait suivi les conseils de Sirius, pensa-t-il, dans l'ensemble en tout cas. Au moins avait-il résisté à la tentation d'accrocher sa grosse valise à son balai et de s'envoler tout seul en direction du terrier des Weasley. En fait, Harry trouvait sa conduite irréprochable, compte tenu de l'exaspération et de la colère qu'il éprouvait à rester coincé si longtemps dans Privet Drive, où il était réduit à se cacher dans des massifs de fleurs, en espérant entendre des nouvelles qui trahissent les activités de Lord Voldemort. Et bonsoir Jade. Bonsoir. Il n'en était pas moins irritant de se voir conseiller la prudence par un homme qui avait passé 12 ans à Azkaban, la prison des sorciers, s'en était échappé, avait tenté de commettre le meurtre pour lequel on l'avait condamné à l'origine et s'était enfui sur le dos d'un hippogriffe volé. Harry sauta par-dessus la grille verrouillée du parc et traversa la pelouse desséchée. L'endroit était aussi désert que les rues environnantes. Lorsqu'il arriva devant les balançoires, il se laissa tomber sur la seule que Dudley et ses amis n'avaient pas si à casser, passa un bras autour de la chaîne et contempla le sol d'un air maussade. Il ne pouvait plus se cacher dans les massifs de fleurs des Dursley désormais. Demain, il faudra songer à un nouveau moyen d'écouter les informations. Entre-temps, il n'avait d'autre perspective qu'une nouvelle nuit tout aussi agitée que les précédentes,
car même lorsqu'il échappait au cauchemar dans lequel il revoyait Cédric, il faisait des rêves inquiétants, où se succédaient de longs couloirs sombres qui se terminaient tous par des culs-de-sac ou des portes fermées à clé. Sans doute était-il lié à ce sentiment d'être pris au piège qu'il éprouvait lorsqu'il était éveillé. Souvent, la cicatrice de son front le picotait désagréablement, mais il savait bien que Ron, Hermione ou Sirius n'y accorderaient pas la moindre importance. Dans le passé, la douleur de sa cicatrice l'avertissait que Voldemort reprenait des forces, mais à présent que Voldemort était bel et bien de retour, ses amis lui auraient sans doute répondu qu'il devait s'attendre à ressentir plus régulièrement cette irritation. Pas de quoi s'inquiéter, rien de nouveau. Son sentiment d'injustice grandit tellement en lui qu'il eut envie de pousser des hurlements de fureur. S'il n'avait pas été là, personne n'aurait jamais su que Voldemort était revenu. Et en guise de récompense, on l'obligeait à s'enterrer à Little Wenig pendant 4 longues semaines. Complètement coupé du monde de la magie, condamné à se tapir dans des massifs de bégonias agonisants pour entendre parler des perruches qui font du ski nautique. Comment Dumbledore avait-il pu l'oublier aussi facilement? Pourquoi Ron et Hermione s'étaient-ils retrouvés sans lui, demander de le rejoindre? Combien de temps encore devrait-il supporter que Sirius lui répète de se tenir tranquille et d'être un gentil garçon bien sage? Combien de temps devrait-il résister à la tentation d'écrire à la stupide Gazette du Sorcier pour leur faire remarquer que Voldemort était de retour? Et merci beaucoup pour le follow. Xenta. Ses pensées tournoyaient furieusement dans sa tête et la colère lui tordait les entrailles, tandis qu'une nuit chaude, veloutée, tombait autour de lui dans un parfum d'herbes sèches et tièdes. Le parc était silencieux. On n'entendait que le grondement lointain de la circulation sur l'avenue qui longeait les grilles. Harry ignorait combien de temps il était resté assis sur la balançoire avant que des éclats de voix interrompent ses songeries. Il releva la tête. Les réverbères des rues alentours projetaient une lueur brute, suffisante pour distinguer un groupe de 2 jeunes gens qui s'avançaient dans le parc. L'un d'eux chantait bruyamment une chanson grossière. Les autres éclataient de rire. Des vélos de course haut de gamme, poussés par leurs propriétaires, produisaient un cliquetis discret. Harry savait de qui il s'agissait. La silhouette qui marchait en tête était sans nul doute possible celle de son cousin Dudley, qui rentrait chez lui, accompagné par sa bande de fidèles. Dudley était aussi volumineux qu'à l'ordinaire, mais une année de régime sévère à la découverte d'un nouveau talent avait entraîné un changement sensible dans son apparence physique. Ainsi que l'oncle Vernon le répétait avec ravissement à qui voulait l'entendre, Dudley était devenu récemment le champion de boxe junior intercollège du Sud-Est, catégorie poids lourd. Le noble A, comme disait l'oncle Vernon, avait rendu Dudley encore plus redoutable qu'au temps de l'école primaire, lorsque Harry lui avait tenu lieu de premier punching ball. Harry n'avait plus du tout peur de son cousin, mais le fait que Dudley ait appris à porter ses coups avec plus de force et de précision ne constituait pas pour autant un motif de réjouissance. Les enfants du voisinage étaient terrifiés en le voyant, plus terrifiés encore que par ce jeune Potter, dont on leur avait dit que c'était un voyou endurci, inscrit au centre d'éducation de jeunes délinquants récidivistes de Saint-Brutus. Harry regarda les silhouettes sombres traverser la pelouse en se demandant qu'ils avaient eu de coups ce soir-là. Regardez un peu par ici, pensa-t-il en les observant. Allez, regardez, je suis assis tout seul. Venez donc tenter votre chance. Si les amis de Dudley le voyaient assis là, ils lui fonceraient droit dessus. Et que ferait Dudley dans ce cas? Il ne voudrait pas perdre la passe devant sa bande, mais il aurait une peur bleue de provoquer Harry. Il serait très amusant d'assister à un dilemme de Dudley, de le tourner en ridicule, de voir son impuissance à réagir. Et si l'un des autres essayait de frapper Harry, il était prêt. Il avait emporté sa baguette magique. Qu'ils essaient. Il aurait grand plaisir à se défouler sur la bande qui avait fait autrefois
de sa vie en enfer. Mais ils ne se tournèrent pas vers lui et ne... Ils avaient presque atteint les grilles à présent, et Harry se retint à grande peine de les appeler. Chercher la bagarre ne serait pas très intelligent. Il n'avait pas le droit de faire usage de la magie. Il risquait à nouveau l'expulsion. La voix de Dudley et de ses amis s'évanouirent. Ils avaient pris la direction de Magnolia Road, et ils étaient maintenant hors de vue. Et voilà Sirius, pensa tristement Harry. Rien d'y réfléchi. Je n'ai pas fourré là où je ne devais pas. Exactement le contraire de ce que toi, tu as toujours fait. Il se leva et s'étira. Pour la tante Pétunia et l'oncle Vernon, l'heure à laquelle rentrait Dudley semblait toujours la bonne. Passé cette heure-là, en revanche, il était beaucoup trop tard. Son oncle avait menacé d'enfermer Harry dans la remise si jamais il rentrait encore une fois après Dudley. Aussi, étouffant un bâillement, à la mine toujours renfrognée, Harry se dirigea vers les grilles du parc. Magnolia Road, tout comme Pruitt Drive, était envahi de grandes maisons carrées aux pelouses parfaitement entretenues et dont les propriétaires, eux-mêmes grands et carrés, roulaient dans des voitures étincelantes semblables à celles de l'oncle Vernon. Harry aimait mieux Little Winning la nuit, lorsque les fenêtres masquées de rideaux mais des taches de couleur qui brillaient comme des joyaux dans l'obscurité. À ces heures-là, il ne courait plus aucun danger d'entendre à son passage des marmonnements des approbateurs sur son allure de délinquant. Il marcha rapidement et aperçut à nouveau la porte de Dudley en arrivant vers le milieu de Magnolia Road. Ils étaient en train de se dire au revoir à l'entrée de Magnolia Crescent. Harry se glissa à l'ombre d'un grand lilas et attendit. Comme un cochon, disait Malcolm, sous les rires gras de ses amis. Joli crochet du droit Picty, déclara Pierce. Même heure demain, prononça Dudley. Vous venez chez moi, mes parents ne seront pas là à nos 5h. À demain alors, dit Dudley. Salut Dude, à bientôt Picty. Harry attendit que la bande soit partie avant de se remettre en chemin. Lorsque leurs voix se furent à nouveau évanouies, il tourna le coin de la rue et s'engagea dans Magnolia Crescent. Marchant à grands pas, il rattrapa Dudley, qui avançait nonchalamment en fredonnant des notes sans suite. Hé, Picty, Dudley se retourna. Ah, grogna-t-il, c'est toi. Depuis quand tu te fais appeler Picty demanda Harry. Voilà, grogna Dudley. C'est cool comme nom, dit Harry avec un sourire. Il s'avança à la hauteur de son cousin et régla son pas sur le sien. Mais pour toi, tu seras toujours le Dudley Nouchet adoré. Moi, tu seras toujours le Dudley Nouchet adoré. Je t'ai dit de la fermer, répliqua Dudley, dont les mains de la taille d'un jambon se serrèrent sur ses poings massifs. Tes copains savent que ta mère t'appelle Dudley Nouchet. Tu la fermes, oui. À elle, tu ne le dis pas de la fermer. Et Popkin, te dis chérie, tu veux bien que je t'appelle comme ça aussi? Dudley ne répondit rien. L'effort qu'il devait faire pour se retenir de frapper Harry exigeait tout son sang-froid. Alors, à qui as-tu cassé la figure ce soir demanda Harry, dont le sourire s'effaça. Encore un homme de 10 ans. Je sais que tu t'en es pris à Mark Evans il y a 2 jours. Il l'avait cherché, gronda Harry. Ah bon? Il a été insolent. Il a dit que tu avais l'air d'un cochon à qui on aurait appris à marcher sur 2 pattes. Mais ça, ce n'est pas insolent, Dud, c'est la vérité. Un muscle frémit sur la mâchoire de Dudley. Harry éprouvait satisfaction à provoquer en lui une telle fureur. Il a l'impression de transférer son propre sentiment de frustration directement à son cousin, le seul exutoire dont il disposait. Ils tournèrent à droite, dans l'étroite allée, où Harry avait vu Sirius pour la première fois, et qui offrait un raccourci entre Magnolia Crescent et Wisteria Walk. La ligne, certes dépourvue de réverbères, était beaucoup plus sombre que les 2 autres rues qui les reliaient. Le bruit de leurs pas était étouffé par le mur d'un garage d'un côté et d'une grande clôture de l'autre.
te prends pour quelqu'un quand tu as ce machin-là sur toi, pas vrai? dit Dudley quelques instants plus tard. Quel machin? Cette chose que tu caches. Harry sourit à nouveau. Tu n'es pas aussi bête que tu en as l'air, Dud. La preuve, c'est que tu arrives à marcher et à parler en même temps. Harry sortit sa baguette magique et vit son cousin y jeter un regard envieux. Tu n'as pas le droit, dit aussitôt Dudley. Je sais que tu n'as pas le droit de t'en servir. Tu serais expulsé de ton école de cinglés. Peut-être qu'ils ont changé le règlement. Qu'est-ce que tu en sais, Pictet? Ils n'ont rien changé du tout, assura Dudley, qui semblait pas tout à fait convaincu. Harry eut un rire silencieux. Tu n'auras jamais le courage de te battre avec moi sur ce truc-là, grogna Dudley. Alors que toi, il te faut 4 copains derrière pour taper sur un môme de 10 ans. Ce fameux titre de champion de boxe dont tu te vantes tant. Il avait quel âge ton adversaire quand tu l'as eu? 7 ans, 8 ans. Il avait 16 ans si tu veux savoir, compta Dudley. Et quand j'en ai eu fini avec lui, il est resté KO 20 minutes. Pourtant, il était 2 fois plus lourd que toi. Tu vas voir quand j'aurai dit à mon père que tu as sorti ce truc-là. On va vite se réfugier chez son papa. Le petit championnet de boxe a peur de la baguette du méchant Harry. Tu ne fais pas autant le fier la nuit, lança Dudley d'un ton railleur. Mais la nuit, on y est déjà, Dudley. C'est comme ça que ça s'appelle quand il fait tout noir. Je veux dire quand tu es dans ton lit, répliqua Dudley. Il avait cessé de marcher. Harry s'arrêta à son tour et observa son cousin. Même s'il ne pouvait pas voir grand-chose dans cette obscurité, il lui semblait que le visage épais de Dudley avait pris une expression étrangement triomphante. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne fais pas le fier quand je suis dans mon lit, s'étonna Harry déconcerté. De quoi j'ai peur, d'après toi? Des oreillers? Je t'ai entendu la nuit dernière, répondit Dudley. La tante, tu parlais dans ton sommeil et tu pleurnichais. Qu'est-ce que tu veux dire? Répéta Harry. Mais il sentit son estomac se nouer. La nuit précédente, il avait vu le cimetière dans ses cauchemars. Dudley éclata d'un rire rauque, comme un aboiement. Puis, il se mit à gémir d'une petite voix aiguë. Ne tuez pas Cédric, ne tuez pas Cédric. C'est qui, Cédric, ton petit ami? Tu mens, répondit machinalement Harry. Sa bouche était devenue sèche, et il se rendait compte que Dudley ne mentait pas. Sinon, comment aurait-il pu savoir quoi que ce soit sur ce Cédric? Papa, au secours, papa, il va me tuer, papa. Bouh. Tais-toi, dit Harry à voix basse. Tais-toi, Dudley, je t'aurais prévenu. Papa, viens à mon secours. Maman, à l'aide, il a tué Cédric. Papa, au secours. Il va. Ne pointe pas ces choses sur moi. Dudley recula contre le mur de l'allée. Il avait dirigé sa baguette droit sur son cœur. Il sentait 14 ans de haine pure. Dudley palpitait dans ses veines. Que n'aurait-il pas donné pour le foudroyer à l'instant même, pour lui jeter un sort si violent qu'il serait frappé de mutisme, que des centaines lui pousseraient sur la tête et qu'il devait rentrer à la maison en rampant comme un insecte. Ne parle plus jamais de ça, dit Harry, dans un grognement. Tu as compris? Pointe ce truc-là ailleurs. J'ai dit, tu as compris. Pointe ça ailleurs. Tu as compris. Pointe ce truc ailleurs que sur... Dudley laissa échapper une exclamation étrange, semblable à un frisson, comme si on l'avait brusquement plongé dans une eau glacée. Quelque chose venait de bousculer la nuit tout entière. Le ciel indigo parsemé d'étoiles était soudain devenu d'un noir d'encre, sans la moindre lueur. Les étoiles, la lune, les réverbères entourés d'un halo brumeux à chaque extrémité de l'allée. Tout avait disparu. Tu as compris, oui. Le coup de la circulation, le murmure des feuillages s'était tu. L'atmosphère douce et parfumée avait laissé place à un portant pénétrant. Ils étaient entourés à présent d'une obscurité totale, impénétrable, silencieuse, et si une main géante avait laissé tomber sur toute l'allée un épais manteau de glace qui les aurait aveuglés. Pendant une fraction de seconde, Harry pensa qu'il avait jeté un sort sans le vouloir, malgré tous ses efforts pour se contrôler. Puis sa raison l'emporta sous ses impressions. Il n'avait pas d'éteindre les étoiles. Il tourna la tête de chaque côté
pour essayer d'apercevoir quelque chose, mais les ténèbres lui couvraient les yeux comme un voile immatériel. La voix terrifiée de Dudley retentit aux oreilles de Harry. Qu'est-ce que tu as fait? Ah, arrête! Je n'ai rien fait du tout. Tais-toi et ne bouge pas. Je ne vois plus. Je suis aveugle. Je t'ai dit de te taire. Harry restait parfaitement immobile, tournant ses yeux aveugles à droite et à gauche. Le mouvement était si intense qu'il tremblait de tous ses membres. Il avait la chair de poule et ses cheveux s'étaient dressés sur sa nuque. Il écarquilla les yeux au maximum et scruta l'obscurité sans rien voir. C'était impossible. Il ne pouvait pas être là, pas Little Winning. Il tendit l'oreille. Il les entendait avant de les voir. Je le dirai à papa, gémit Dudley. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas te taire, oui. J'essaye des coups. Harry s'interrompit. Il venait d'entendre ce qu'il avait redouté. Quelque chose était à présent dans l'allée. Quelque chose qui poussait de longs soupirs rauques comme des râles. Debout dans le froid glacial, tremblant des pieds à la tête, Harry éprouva une horrible sensation de terreur. Ah, arrête, je vais te casser la figure, je te jure. Dudley, tête bang. Un bout entra en contact avec la tempe de Harry. Le choc le souleva de terre et des petites lumières blanches dansèrent devant ses yeux. Pour la deuxième fois en une heure, il eut l'impression qu'on lui avait rendu le crâne. Une fraction de seconde plus tard, il retomba brutalement en laissant échapper sa baguette magique. Dudley, espèce de crétin, s'écria-t-il. La douleur lui avait fait venir les larmes aux yeux. À quatre pas dans l'obscurité, il tâtonnait frénétiquement le sol en recherche de sa baguette. Il entendit Dudley qui tentait de fuir à l'aveuglette, trébuchant à chaque pas, se cognant contre la clôture. « Salut Scar, comment ça va ?»« Bonsoir à toi. »« Dudley, reviens, tu vas droit dessus. » Un effroyable hurlement retentit et les bruits de pas de son cousin s'arrêtèrent net. Au même moment, Harry sentit s'insinuer derrière lui une onde glacée qui ne pouvait signifier qu'une seule chose. Il y en avait plus d'un. « Dudley, voilà, quoi que tu veux. Baguette, » murmura Harry, ses mains effleurant le sol comme des araignées. « Où est ma baguette ?» Lumos. Dans sa quête désespérée d'un peu de lumière, il avait prononcé la formule machinalement, avec un soulagement mêlé d'incrédulité, et il vit une lueur jaillir à quelques centimètres de sa main. L'extrémité de sa baguette magique s'était allumée. J'ai vu ma meilleure amie, magique, surprise. C'est cool, Pikachu, nickel, tant mieux pour elle. Ça va bien, tranquille. Et merci pour le follow, merci beaucoup. Il attrapa précipitamment et fit volte-face. Son estomac se révulsa. Une haute silhouette encapuchonnée glissait doucement vers lui, comme suspendue au-dessus du sol, sans qu'on puisse voir ni pied ni visage sous sa longue robe. À mesure qu'elle avançait, la créature semblait aspirer la nuit. Loin d'un pas incertain, Harry leva sa baguette. Spero Patronum. Un filet de vapeur argentée jaillit à l'extrémité de la baguette magique. Le détraqueur ralentit, mais le sortilège ne fonctionna pas. S'en mêlant les pieds, Harry recula encore tandis que la créature continuait d'avancer vers lui. La panique embrumait son cerveau. « Concentre-toi. » Deux mains grisâtres, visqueuses, couvertes de croûte, glissèrent entre les plis de la robe et se tendirent vers Harry. Un crépitement semblable à une chute d'eau retentit à ses oreilles. Spero Patronum. Sa propre voix lui parut faible et lointaine. Un nouveau filet de fumée argentée, plus mince que le précédent, s'échappa de la baguette. Ah, n'y arrivait plus. Il n'a pas jeté le sortilège. Et merci pour le boire.
rire s'éleva dans sa tête, un rire perçant, suraigu. Il sentait le souffle froid et putride de la mort lui emplir les poumons, le noyer. Pense à quelque chose d'heureux. Mais il n'y avait plus aucun bonheur en lui. Les doigts glacés du détraqueur se refermaient sur sa gorge. Le rire aigu devenait de plus en plus sonore et une voix dans sa tête lui disait « Incline-toi devant la mort, Harry. Peut-être même que tu ne souffriras pas, je n'en sais rien. Je ne suis jamais. » Jamais plus il ne reverrait Ron et Hermione. Leurs visages surgirent alors dans son esprit, tandis qu'il s'efforçait de reprendre son souffle. Spero Patronum. Cette fois, un immense cerf jaillit de la baguette magique. La ramure de l'animal frappa le détraqueur là où son cœur aurait dû être, et la créature fut aussitôt rejetée en arrière, aussi dénuée de pesanteur que l'obscurité elle-même. Tandis que le cerf chargeait, le détraqueur s'envola, semblable à une chauve-souris. Il était vaincu. « Par ici !» cria Harry à l'adresse du cerf. Il fit demi-tour et se rua le long de l'allée en brandissant sa baguette lumineuse. « Dudley, Dudley !» Il n'eut pas faire plus d'une douzaine de pas avant de le trouver. Dudley, recroquevillé par terre, se protégeait la tête et les bras. Un deuxième détraqueur, accroupi tout près de lui, avait saisi ses poignets dans ses mains visqueuses et les écartait lentement, presque avec amour, en penchant sa tête encapuchonnée sur le visage de Dudley, comme s'il voulait l'embrasser. « Attaque-le !» hurla Harry. Il y eut un bruissement précipité, un martèlement de sabots, et le cerf qu'il avait fait apparaître passa devant lui au galop. Le visage sans yeux du détraqueur n'était plus qu'à 2 centimètres de Dudley lorsque la ramure d'argent le frappa de plein fouet. La créature fut projetée dans les airs, et tout comme son compagnon, il s'envola dans la nuit avant d'être absorbé par les ténèbres. Le cerf poursuivit sa course jusqu'au bout de l'allée, puis se volatilisa dans une brume argentée. La lune, les étoiles et les réverbères se rallumèrent aussitôt. Une brise tiède balaya l'allée. Les feuillages se remirent à murmurer dans les jardins avoisinants, et le ronronnement familier des voitures s'éleva à nouveau de Magnolia Crescent. Harry demeura immobile, tous ses sens en éveil, prenait pleinement conscience de ce brusque retour à la normalité. Quelques instants plus tard, il se rendit compte que son t-shirt lui collait à la peau. Il ruisselait de sueur. Harry n'arrivait pas à croire ce qu'il venait de se passer. Des détraqueurs ici, à Little Wenning. Dudley était toujours recroquevillé par terre, tremblant et gémissant. Harry se pencha s'il était en état de se relever, mais au même moment, il entendit quelqu'un approcher derrière lui au pas de course. Instinctivement, il brandit à nouveau sa baguette en pivotant sur ses talons pour faire face au nouvel arrivant. Mrs. Figg, leur vieille folle de voisine, apparut devant lui, tout essoufflée. Des mèches grises s'échappaient de son filet à cheveux. Un autre filet, à provision celui-ci, pendait de son poignet en produisant un bruit de rail, et ses pieds sortaient à moitié de ses pantoufles écossaises. Harry esquiva un geste pour cacher sa baguette magique, mais « Ne la range surtout pas, espèce d'idiot !» s'écria Mrs. Figg d'une voix perçante. « S'il y en avait d'autres. Oh, ce Mundacus Fletcher, je vais le tuer !» Fini le chapitre 1. J'avais dit qu'on irait jusqu'au chapitre 3. En vrai, j'ai trouvé le chapitre 1 très très long et je suis très très fatigué. Donc je pense que on va remettre... ils sont assez longs les chapitres. Comme j'ai pratiquement pas dormi l'année dernière, je pense aller me coucher. Je suis désolé, c'est hyper court pour la reprise, mais j'ai vraiment passé une grosse journée hier. Je vais m'éclater. Je pense que ça se voit d'ailleurs. Du coup, je vais vous dire bonne nuit pour maintenant. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui fait de la l'ASMR. Ça pourrait être pas mal. Comme ça, vous n'êtes pas non plus envoyé
envoyer dans le néant si vous êtes en train de dormir. Alors j'essaie de trouver quelqu'un. Je vais vous envoyer ici. Hop. Bah, ça va commencer en plus, c'est parfait ça. Merci beaucoup Pikachu. Je vous envoie 2 personnes.